С грустью объявляю четвертый, последний день фестиваля открытым. Очень жалко, что он всего 4 дня. Мы год очень плотно готовились вот в таком созвездии, как Александрийский театр, галерея Палаучего звука, Институт Францесс, Центр ДЖРМ. И сегодня, по традиции, мы начинаем, как это мы для себя называем, с интеллектуальной части, то есть артистоков и исполнение стереомузыки, исполнение актофонической музыки здесь в галерее Плавающего звука. Все, собственно, то, что проходит по категории Акусмониум плюс. Вот, и сегодня у нас будет 3 артистока, после чего будет фестиваль сам себе Акусмониум в системе Акусмониум на сцене. Когда мы работали с Даниэлем Теруджи, то, в общем, он мне предложил подумать о тех композиторах, которых он бы точно хотел видеть, и, собственно, это были Франциск и Жиль. И, разумеется, думал я ровно полсекунды на эту тему. Дело в том, что Франциск, он очень известен, и он, естественно, соответственно, Пьер Шефер был не единственный, кто занимался во Франции экспериментами, которые привели к конкретной музыке. Вот, в частности, Франциск был одним из тех, кто тоже в те же годы, в то же время, в том же месте экспериментировал с тем же. И, собственно, это вот, так сказать, тот контекст, та почва, которая сейчас привела к тому, что мы знаем как конкретная музыка, акусматика и то, чем мы занимаемся на Акусмониуме. Франциск Тамон. Bonsoir. J'aimerais commencer par quelques remerciements. J'aimerais remercier François Bonnet, le directeur du GRM, qui m'a proposé de participer à ce festival intéressant, important. J'aimerais remercier l'Institut français qui a permis matériellement l'organisation du festival et le voyage. J'aimerais remercier bien sûr le promoteur et l'organisateur remarquable de ce festival, Antoine Yakonko. Et bien sûr, sans oublier l'équipe technique et administrative dans laquelle rien ne pourrait se passer. Voilà. Ce sont des choses qu'il ne faut pas oublier de dire, parce que c'est très important qu'un festival soit bien encadré. Le thème de cette présentation est donc « Abstraction et figuration dans ma musique ». Pourquoi ce thème ? Parce qu'il me questionne depuis plusieurs années et qu'il a reçu des réponses successives avant d'aboutir à la conclusion actuelle. En fait, lorsqu'on atteint mon grand âge, les nombreuses étapes parcourues constituent un corpus d'œuvres qui permet d'avoir une vision globale et de dresser un bilan. C'est ce que je tente de faire aujourd'hui en jetant un regard sur ma production acousmatique. Je considère qu'elle peut être divisée en 2 grandes catégories. L'une que j'appelle abstraite et l'autre figurative, 2 qualificatifs empruntés aux arts plastiques où l'on rencontre ce type d'opposition entre la représentation d'un modèle et sa disparition au profit de la forme. Ce que j'entends par œuvres abstraites, ce sont celles qui n'ont pas d'autre objet que la musique elle-même, qui ne s'attachent qu'à des critères sonores. Par exemple, le déploiement d'un élément rythmique, des variations de masse, d'intensité, de matière, de couleurs sonores, le développement d'un motif, ou encore une étude sur l'occupation de l'espace, etc. Elle ne renvoie à aucune représentation autre que musicale, à aucune métaphore. En regard de cette catégorie, ce que j'appelle œuvres figuratives, ce sont celles qui illustrent ou évoquent un thème. Il peut être poétique, littéraire, anecdotique, visuel, psychanalytique ou autre. Bref, des musiques qui font référence à des concepts extra-musicaux ou s'en inspirent. Ces 2 catégories existent bien dans ma production, mais elles se sont révélées d'importance inégale. En effet, l'examen de l'ensemble de mes œuvres confirme la prépondérance d'œuvres issues de divers concepts, ainsi que d'œuvres à thème comportant ou non des textes. Or, si je me réfère à mon parcours musical, ce constat répond fidèlement à la logique d'un projet que j'avais, j'en parlerai plus tard, lorsque dans les années 60, j'ai abandonné la composition instrumentale pour m'engager dans une autre direction musicale. À cette époque, en effet, je me suis éloigné de l'écriture traditionnelle
et suis retourné vers la composition électroacoustique que j'avais découverte intuitivement à la fin des années 1940 grâce à l'enregistrement sonore. Expérience fortuite faite avec un primitif magnétophone à fil Webster. Alors j'ai apporté une bobine du fil d'acier sur lequel dont on se servait sur un magnétophone tout à fait primitif. Je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de gens parmi vous qui connaissent l'existence de ça. Et ça a été le début de l'enregistrement magnétique du magnétophone, avant même les magnétophones à bande. Voilà, si vous voulez, vous pourrez voir plus tard. Mais c'était une expérience décisive pour mon engagement de compositeur. Dès ses premiers essais, je crois avoir pressenti la profusion de matériel et la liberté qu'offre le son fixé. Plus tard, il m'a permis, beaucoup plus fidèlement que les instruments, de traduire les thématiques qui me préoccupaient. En effet, l'univers polymorphe de l'électroacoustique, singulièrement la modalité acousmatique, ouvre un champ créatif presque infini en permettant de faire appel à la totalité des phénomènes sonores qui s'offrent à notre ouïe. Il ne se limite pas à des instruments définis, à des timbres répertoriés, à des modèles codés, mais use d'un vocabulaire expressif beaucoup plus varié et à peu près inépuisable. Cette flexibilité le rend particulièrement apte à investir des domaines sonores diversifiés et souvent extérieurs à la tradition musicale. En ce sens, la fixation du son sur un support s'apparente davantage à l'art cinématographique qu'à celui qu'on enseigne dans les conservatoires. Cependant, plus que la musique instrumentale, les musiques électroacoustiques oscillent entre l'abstraction et la figuration telles que je viens de les définir. C'est précisément sur cette alternance dans mes œuvres que je me suis récemment interrogé, me rendant compte que beaucoup de celles que j'avais considérées comme abstraites se fondaient en fait sur des propositions expressives, figuratives. Car je crois que dans la plupart des cas, l'apparente abstraction de ces œuvres est davantage celle du langage musical lui-même, par lequel elles existent, que celle de leur essence propre, qui détermine généralement mes choix formels et matériologiques. Afin d'illustrer ces hypothèses, je vais présenter quelques œuvres en tentant de les situer par rapport aux notions d'abstraction et de figuration. Nous pourrons alors constater que les musiques véritablement abstraites sont finalement rares, car une intention autre que musicale les sous-tend très souvent. Certains cas sont clairement identifiables, mais d'autres, plus composites, appartiennent aux deux catégories dans des proportions très variables. Commençons par une musique que je considère comme purement abstraite, En cuerdas, titre espagnol qui signifie « dans les cordes », ce qui souligne le caractère instrumental de la pièce. Elle a été commandée par un guitariste, Arturo Parra, et a aussi donné naissance à une pièce mixte pour guitare et bande qui porte un autre titre, Sol y Sombra, l'espace des spectres, pour laquelle la partie de l'instrument a été composée par d'autres cordes pincées empruntées au clavecin figurent également dans l'œuvre. Alors, voici un extrait de En cuerdas.
Voilà, il est clair que pour moi, que cette pièce appartient à la catégorie abstraite, car elle n'a pas d'autre intention que celle de jouer avec un paramètre musical, le timbre de la guitare. Mais ces morphologies instrumentales sont souvent traitées avec des moyens électroniques et informatiques qui permettent d'obtenir une espèce d'augmentation et des métamorphoses du son originel. Ici, mon propos n'était autre que d'explorer des potentialités sonores offertes par un instrument donné. Et l'œuvre mixte qui introduit le jeu en direct du guitariste confirme clairement ce choix. Autre exemple d'abstraction, une œuvre plus récente, 2014, Machin de machine. Il s'agit ici d'une étude rythmique, donc fondée sur un paramètre musical fondamental. Certes, l'idée génératrice de cette pièce est de rendre hommage au compositeur Condon Moncaru à l'occasion du centenaire de sa naissance. Mais l'intérêt principal de l'œuvre est sa complexité rythmique. Il existe une deuxième version de cette étude, légèrement différente, un peu plus longue et octophonique, Machin de machine 2. Voilà, nous allons en écouter un petit morceau. Voilà, il est clair que c'est une étude de rythme. L'exemple suivant est tiré du second des 4 mouvements de mon cycle du son. Cette longue œuvre est une célébration du phénomène sonore sous ses formes diverses et de l'un de ses aboutissements fameux, la musique concrète, qui de toute évidence a constitué un bouleversement musical sans précédent. Le second mouvement de ce cycle a pour titre Avatar Son. C'est un jeu de mots qui associe l'idée d'avatar du son, c'est-à-dire de ses nombreuses métamorphoses possibles, à celle de l'art du son qu'est la composition acousmatique. Toute l'œuvre constitue une évocation de la musique concrète depuis ses origines jusqu'à l'époque actuelle. Elle atteste sa pérennité
et rend hommage à son inventeur Pierre Schaeffer. Elle lui emprunte donc quelques sons et les développe, mais introduit aussi des citations très brèves de nombreux autres compositeurs électroacoustiques en hommage aux pionniers de cette musique et à leurs successeurs. Ces évocations historiques sont incrustées dans un tissu sonore qui reste très fidèle à la pensée et à l'écriture morphologique de la musique concrète, mais dont les outils technologiques modernes ont évidemment modifié la couleur et la matière. Écoutons donc le début d'Avatar Song, où l'on reconnaîtra des allusions au premier mouvement de l'étude aux objets de Pierre Schaeffer et aux variations pour une portée un soupir de Pierre Henry. Voilà. Alors, ça, ce sont des exemples assez clairs de musique abstraite. Maintenant, pour cet exemple-là, une question se pose. Faut-il considérer cette œuvre comme abstraite ou figurative? Dans un premier temps, je pense qu'elle est abstraite, puisque son contenu est essentiellement musical et qu'elle semble ne faire référence à rien d'autre. Mais, à y regarder de plus près, c'est quand même une œuvre qui comporte un concept liminaire. L'hommage à une époque et à des créateurs, une métaphore et un raccourci de quelques étapes de l'Odyssée du son et de sa mise en œuvre. Les citations musicales ont assurément un contenu référentiel et parfois même anecdotique. Elles révèlent notamment un moment de l'histoire de la musique, ce qui altère le caractère abstrait de l'œuvre. Peut-être faut-il alors dire que nous avons affaire à un hybride. Ce cas limite m'a conduit à revoir la taxinomie de mes œuvres et à convenir qu'elles étaient majoritairement influencées par des visées extra-musicales. Ce qui n'est pas sans conséquence, comme nous pourrons le constater plus tard. Les trois exemples qui vont suivre sont à l'opposé des précédents, tout à fait représentatifs de la catégorie figurative. Le premier provient de Signé Dionysos, un paysage sonore fictif, c'est-à-dire imaginé et construit à partir d'éléments sonores anecdotiques, préenregistrés ou conçus en studio. Les deux autres exemples appartiennent à des œuvres à thème
explicitement narrative et dont l'argument générateur est emprunté à des psychanalystes. Il s'agit de 2 longues fresques divisées en de nombreuses sections, durant chacune près d'1 heure et faisant appel à des textes. Sous le regard d'un soleil noir, c'est le premier titre, et Forêt profonde. Toutes 2 font partie de mon cycle des profondeurs, titre qui fait référence à la psychanalyse, souvent nommée aussi psychologie des profondeurs. J'ai achevé la composition du 3e volet de ce cycle en 2015, c'est-à-dire récemment. Il est consacré à Kafka et intitulé « Le cri du chouka ». Mais revenons à Signer Dionysos. Cette pièce représente un cas très exceptionnel dans ma production. Une composition à la fois descriptive et humoristique, qui obéit à un scénario burlesque puisqu'il met en scène, sous la forme d'un opéra imaginaire, des promeneurs, des oiseaux, des insectes et surtout le chant réel ou simulé de grenouilles provençales dans un paysage nocturne. Dès le début, on comprend que c'est une musique qui raconte quelque chose. Il y a une histoire sous-jacente aux êtres sonores et se manifeste, que ces images fugitives connotent un récit. Il s'agit d'abord d'un paysage sonore, genre électroacoustique bien connu, mais c'est aussi, à cause du déroulement narratif, un peu plus que cela. Alors voici un exemple.
avec l'œuvre suivante, Sous le regard d'un soleil noir, nous voici maintenant au cœur de la problématique dramaturgique qui représente, je le crois, le plus fidèlement mes intentions de compositeur. Sous le regard d'un soleil noir est la première œuvre qui s'engage résolument dans la voie que j'avais pressentie au moment où j'ai délaissé la composition instrumentale. Mon projet, encore un peu flou à cette époque, mais lucide cependant, était de composer des œuvres électroacoustiques chargées d'un contenu dramatique, comme des opéras, mais des opéras sans chanteur, sans instrument, sans apport visuel, et libérés des conventions propres à l'art lyrique. Mais, en demeurant lyrique néanmoins, non par la forme convenue ou le rituel, mais par la charge expressive des thèmes développés. Lyrique aussi, au sens poétique, d'une musique qui chante par elle-même, et non de musique chantée, inventer des incantations sonores. Ce projet révélait mon désir de remplacer des objectifs purement musicaux par des projets ouverts sur d'autres champs créatifs, dont le support sonore demeurait néanmoins le véhicule privilégié. Les techniques d'écriture électroacoustique et l'esthétique de la musique concrète, que j'avais découverte des années plus tôt, me parurent les plus appropriées pour répondre à ces besoins expressifs. Elles me permettaient de manier la matière sonore à la façon d'un artiste plastique, d'un cinéaste ou d'un poète. Et ce n'est véritablement qu'avec la composition de Sous le regard d'un soleil noir que j'ai atteint le but que je m'étais fixé. Le thème que développe Sous le regard d'un soleil noir est sévère. C'est celui de la schizophrénie. Il s'inspire des travaux d'un psychiatre et psychanalyste anglais, Ronald D. Lane, et utilise plusieurs de ses textes consacrés à cette bouleversante pathologie, notamment The Divided Self, le moi divisé. Il apparaît donc clairement, Sous le regard d'un soleil noir, qu'il existe une intention fondatrice préalable à l'élaboration de la musique qui prend appui sur une réflexion étrangère ou musicale. Ce n'est donc pas de la musique pure, mais ce n'en est pas moins une pensée exprimée par la musique. Reprenant une expression de Michel Chion, j'ai défini cette œuvre comme un mélodrame acousmatique. Alors, écoutons les débuts de la section 3. Être fou, c'est comme un de ces cauchemars où on essaie d'appeler au secours sans y parvenir. Ou alors, si on réussit à appeler, personne n'entend ni ne comprend. On ne peut s'éveiller d'un tel cauchemar que si quelqu'un vous entend et vous aide à vous réveiller.
Peu de temps après la composition de Sous le regard d'un soleil noir, j'ai entrepris une réflexion de plusieurs années sur l'essai de Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, qui a donné lieu, en 1994, à une œuvre inspirée à nouveau par une lecture psychanalytique. Forêt profonde. Ce nouveau mélodrame acousmatique, en 13 sections, a connu 3 versions successives, dont la dernière, définitive, date de 1996. Nous écouterons un extrait de la 4e section, Il cammin di nostra vita. Mais avant, j'aimerais apporter quelques précisions sur le propos de cette section, car il expose et synthétise la thématique générale de l'œuvre. Ici, le récitant dit un texte de Bettelheim qui compare l'inconscient humain à une forêt profonde dans laquelle notre esprit s'égare souvent et prend peur. Analogie que Dante avait déjà suggérée au tout début de la Divine Comédie. Le titre de la section est d'ailleurs emprunté au célèbre texte de Dante, Nel mezzo del cammin di nostra vita, dont quelques phrases figurent aussi dans ce mouvement. Cette impénétrabilité de notre inconscient, symbolisée par la profondeur de la forêt, est un aspect fondamental de l'œuvre. Elle en est le sujet même. Les éléments musicaux qui accompagnent le texte évoquent la végétation proliférante d'une forêt épaisse, aussi inextricable que le labyrinthe de notre psyché, dans laquelle on avance avec difficulté, comme la Blanche-Neige de Walt Disney, lorsqu'elle essaie de fuir dans la forêt et qu'elle est retenue par les branchages qui s'accrochent à ses vêtements. La musique a une fonction clairement évocatrice, en s'efforçant d'être en rapport avec l'idée exprimée par le texte. Elle est tout à fait figurative. Voici donc ce court passage de Forêt profonde. Il y a de cela bien longtemps, au milieu d'une grande forêt touffue, depuis les temps les plus il y a de reculés, cela 1000 ans, la forêt pratiquement impénétrable où nous nous perdons symbolise le monde obscur, caché, pratiquement impénétrable de notre inconscient.
Tous ces exemples confirment de façon explicite, comme dans Forêt profonde, ou implicite, comme dans beaucoup d'œuvres qui ne comportent pas de texte, qu'à l'exception de pièces très peu nombreuses, syntagme, phonurgie, encuerdos, here and there, machine, etc., ma musique est généralement l'écho d'une autre pensée, d'un concept étranger à la musique. C'est pourquoi j'en suis venu à considérer, en raison de sa nature hétérogène et des images mentales qu'elle tente à susciter, que ma production appartient à un autre domaine que celui de la musique pure, ce qui est le cas aujourd'hui de beaucoup d'œuvres sur support. Aussi, bien que son langage soit assurément celui de la musique, je préfère souvent présenter mon travail comme de l'art acousmatique, le terme art désignant une discipline pluraliste et un champ beaucoup plus ouvert que celui de musique, auquel restent attachées de trop nombreuses connotations esthétiques et historiques. Varèse, déjà, en réponse à une question « Mais est-ce de la musique ?» qu'on lui avait posée à propos du poème électronique, préférait parler de sons organisés pour pistes sonores. Pour ma part, je tente simplement de réunir au moyen d'une syntaxe cohérente appliquée à des matériaux sonores les aspects pluriels de mes influences artistiques et de mes attirances sensibles. Mes œuvres les plus récentes obéissent au même processus. L'une des dernières, Phénix 21, consiste en un triple développement de quelques motifs mélodiques utilisant les mêmes traitements audio-numériques. Elle pourrait donc être considérée comme purement abstraite. Alors nous allons écouter un petit morceau de Phénix 21.
Voilà. Cependant, l'idée génératrice de cette œuvre que nous venons d'entendre est d'évoquer une renaissance. Pour cela, la musique donne une nouvelle vie à des prises de son très anciennes et à des extraits d'œuvres instrumentales drastiquement travesties. C'est donc une composition tout à fait hybride, dont on pourrait dire qu'elle est abstraite dans sa réalisation, mais figurative par son intentionnalité. Sur cette hypothèse phénoménologique qui nous ramène aux origines de la musique concrète, je vous remercie de votre attention.